Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour ma double review des épisodes 9 et 10 de Bleach. On va se parler d'un troisième épisode, le 11e, avec sa preview, ses images. On va également se parler d'informations autour des 12e et 13e, donc on a vraiment beaucoup de choses à se dire, mais dans un temps imparti assez limité. J'ai toujours une connexion internet aussi merdique depuis qu'elle est en panne. Pour le moment, Orange sont aussi efficaces que Omaeda à la Soul Society pour régler mon problème, donc vraiment ça patine, ça mouline. J'espère avoir du mieux prochainement, mais lorsqu'il s'agit de contenu un petit peu développé, poussé, analyse, avec pas mal d'images à l'intérieur, etc., ça fait grossir les fichiers et j'ai beaucoup de mal à pouvoir uploader sereinement sur YouTube notamment, mais je me suis dit que je viendrais au moins vous partager ce que je peux avoir sur le cœur après avoir vu ces deux épisodes-là. Alors le 9, ça sera vraiment extrêmement bref, donc celui d'il y a 2 semaines, qui entamait la rencontre Zaraki-Unohana, qui nous montrait un petit peu du Kyoraku, quelques déboires du côté de la Division 0, je l'ai trouvé sympathique, mais pas non plus exceptionnel, il m'a pas spécialement transcendé. Était-ce un épisode fait pour nous transcender? Je ne pense pas. Aurait-il pu nous transcender? Ça je le pense, notamment sur sa partie Zaraki-Unohana, quand on compare entre le 9e et le 10e épisode, c'est absolument le jour et la nuit, mais le 9e était malgré tout pour moi un épisode qui faisait très bien le taf, qui nous a apporté du lore par rapport à la Division 0, son fonctionnement et son aspect un petit peu primitif par rapport à ce que sont les Shinigami, la manière dont ce petit monde peut s'organiser par là-bas, voire également très peu comment la Soul Society prépare la suite avec Kyoraku Shensui, capitaine commandant, ça y est, c'est acté. En même temps, qui d'autre que lui était apte à prendre le rôle? Peut-être Ukitake, mais bon, celui qui pour moi est le plus porteur de la mentalité de Yamamoto, tout en la modernisant, tout en l'adaptant à sa propre personnalité, reste Kyoraku Shensui. On le voit également avec son bandeau sur l'œil. Lui aussi, tout comme Yamamoto qui pouvait se faire repousser le bras par Inoue, pourrait trouver des solutions pour son œil, mais il ne le fait pas. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que ça illustre pas mal la situation. Les potentiels plus ou moins latents de Renji et d'Ichigo sont plutôt mis en avant, de manière très différente. On comprend que Renji a un réel potentiel mais qu'il a déjà commencé à exploiter, étant donné que lui il est réellement Shinigami. Il a quelque chose d'un peu plus punchy, d'un peu plus direct en fait, qui se voit, tandis que du côté de Ichigo c'est beaucoup plus interne. Il y a quelque chose qui se trame en lui, on le voit par les coups qu'il reçoit à la Division 0, ça me rappelle cette scène-là un petit peu, celle du Rasengan contre Chidori, quand ils sont enfants sur le toit de l'hôpital, dans l'œuvre Naruto, entre Naruto justement et Sasuke. Un qui explose tout de face, tandis que l'autre, il faut aller derrière la citerne pour se rendre compte à quel point il est explosé. Renji serait ici un petit peu le Chidori, et Ichigo prendrait un petit peu la place en matière de symbolique du Rasengan de Naruto. La bande-son et l'ambiance n'étaient pas en reste, mais à vrai dire, tout était 100 fois mieux fait dans l'épisode 10. En tout cas, pour moi, c'est très subjectif, vous le savez. Pour moi, absolument tous les curseurs dans le 10e épisode étaient largement au-dessus du 9e. Animation, dessin, musique, remix d'anciens thèmes, c'était incroyable. Ajout de nouvelles sonorités, ambiance relationnelle entre les personnages, ajout à l'intérieur des combats. Ce petit truc en plus que l'on espère ou que l'on demande à chaque fois d'un animé, à savoir venir sublimer un manga. L'épisode 10 l'a fait, c'était pas le cas dans le 9e. Et une fois de plus, je le répète, mais je suis vraiment quelqu'un qui a énormément d'affect pour les versions manga en général plutôt que les animés. Donc si ça me paraît sublimé en animé, c'est que vraiment c'est plus que sincère. Le 10e a pour moi marqué tous les points. Alors certes, il a des défauts, il est pas parfait, mais j'ai beau avoir lu je ne sais combien de fois ce combat Zaraki-Unohana et même l'arc en général. J'avais d'ailleurs proposé il y a un petit moment de ça, et vous avez été nombreux à la regarder, une vidéo explicative du Bankai d'Unohana. J'avais très bien compris les messages, les symboliques. Ça m'a pas empêché d'être là, en train de regarder cet épisode et de me dire, mais putain, mais ils veulent me faire pleurer ou quoi avec ce combat-là, avec ces messages qui nous renvoient, avec ces émotions qui bouillonnent à la fois dans les deux Kenpachi, dans la première et le 11e, avec ces destins malheureusement scellés. L'un doit progresser tandis que l'autre doit mourir. Unohana part avec le sourire, on n'a pas forcément l'impression que son histoire devait s'arrêter ici. Le flashback, l'opposant au petit Zaraki, magnifique. Et d'ailleurs en parlant de magnificent, je voulais aussi vous dire que j'apprécie de plus en plus dans cet animé-là, ils intègrent visuellement sur les visages de personnages pas mal de traits qui ressemblent un petit peu à de la trame, comme si ça venait du manga en fait. Ils essayent vraiment de le retranscrire en animé, pas toujours, mais des fois pour percuter un petit peu plus, surtout pour des visages sombres, renfermés sur eux-mêmes et qui en disent quand même très long. C'est arrivé sur Yamamoto, sur Unohana ici, et je trouve ça extrêmement intelligent de reprendre des méthodes et techniques de dessin issus du manga et de les transposer dans l'animé, mais sans que ça soit non plus à outrance. Et bon, vous savez, je ne ferai pas de révélation majeure par rapport à la suite de l'œuvre, mais il va y avoir d'autres confrontations de ce type-là, et quand je dis de ce type-là, ça veut pas forcément dire entre capitaines de la Soul Society.
mais des confrontations qui ont de grosses symboliques, une belle importance et même une envolée poétique derrière qui en manga pouvait être un petit peu difficile à saisir. Et je pense notamment au grand public qui fait la force d'une œuvre, comme j'aime bien le répéter, qui pourrait se tourner vers les pages du manga et se dire c'est bien beau mais j'y comprends que dalle. Eh bien je trouve que en animé, c'est beaucoup plus clair et je pense que la réalisation y est pour beaucoup. Lorsqu'un réalisateur ou réalisatrice s'implique et qu'il met corps et âme à la fois pour transmettre les messages de l'auteur originel et d'apporter sa petite touche pour encore mieux véhiculer les messages, ça ne peut que être réussi. Et autant je comprends que la scène avait peut-être besoin d'explications en manga, en animé c'était limpide et j'espère que ça sera le cas par la suite pour d'autres types d'affrontements qui, au-delà de certains bankai et coups d'épée, ont aussi quelque chose à raconter derrière. Je le disais précédemment, mais je le répète encore une fois, nous avons eu des sonorités, que cela soit dans le flashback un petit peu japonisante, si vous me permettez le terme, du remix qui était un pur délice pour les oreilles, c'était du miel, notamment à la division 0. Les premières notes retentissent, on a l'impression de reconnaître quelque chose qui va se lancer, mais ça se lance d'une manière différente et tellement réussie, qui colle tellement à la nouvelle ambiance. Il me semble que je l'avais fait remarquer dans de précédentes reviews, mais j'ai la sensation que cet animé Guerre sanglante millénaire a commencé avec un niveau un petit peu plus faible à ce qu'on lui connaît sur la partie sonore, en tout cas musicale, et que petit à petit il prend en puissance, et que jusqu'à la fin de cette première saison, on va en reparler après, il va prendre vraiment en ampleur, s'étoffer de plus en plus, et nous proposer toute une palette musicale absolument délicieuse et qui devrait s'amplifier avec les prochaines saisons. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, pour moi, cet arc Guerre sanglante millénaire ne démarre vraiment qu'à partir des éléments que nous aurons vers le 11-12e épisode. Bien sûr, en manga, cette partie qui couvre les premiers à 10e épisode est réussie, mais elle avait vraiment pour moi une valeur introductive. Alors quand je vois toute la ferveur qu'il y a autour de Bleach, chez les anime only sur les réseaux notamment, par rapport à ces 10 premiers épisodes, déjà je m'en réjouis, mais en plus je me dis, mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Parce que clairement, pour moi, les gros sujets de l'arc, alors bien sûr, Unohana, Yamamoto c'en était, mais on va en avoir d'autres, peut-être même d'une importance encore plus capitale par la suite. Et bon, il ne va pas falloir attendre beaucoup de temps, étant donné que vous verrez, le contenu des 11, 12 et 13e épisodes va être à la fois extrêmement dense et qualitatif. Vous allez voir que l'arc ne va pas forcément prendre une autre tournure, mais qu'en tout cas, va prendre d'autres tonalités. Et puis, pour revenir à cet épisode-là, bien sûr, Unohana est un personnage qui a beaucoup de choses à raconter, très sanguinaire, première Kenpachi, son nom Yachiru qui devrait résonner aux oreilles des anime only. J'adore également le changement de ses attitudes et je trouve qu'en animé, plus qu'en manga, si vous regardez bien son regard lorsqu'elle repasse un petit peu en mode Kenpachi qui était enfoui en elle, son regard prend cette forme un petit peu de demi-lune là à la Yamamoto. Je l'ai pris comme le regard qui vient relier les deux plus sanguinaires du groupe. Et ce Zaraki, disais-je aussi, je trouve qu'il a tendance à être sous-coté. Alors, il est vraiment aimé de tous par rapport au flow qu'il dégage, par rapport à ses aptitudes de combat, sa badassitude, etc. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose à raconter avec ce personnage-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, vous vous en foutez un petit peu pour aujourd'hui en tout cas, mais ça résonne également avec une certaine partie de moi, notamment lorsque j'étais pratiquant d'arts martiaux, et sur certains aspects, je peux me retrouver avec Zaraki, vraiment pour les plus fidèles parmi les fidèles à ma chaîne YouTube. Je vous avais déjà donné quelques bribes d'informations à ce sujet, j'avais pris une référence par rapport au film Rocky VI, Rocky Balboa, et je trouve que ces personnages-là, qui ont l'air de coquilles relativement vides, qui ne servent qu'au combat, n'attendent justement qu'à être remplis scénaristiquement. Quand le personnage a déjà toute une écriture, que l'on connaît déjà tout son passé, ça peut donner quelque chose de très beau. De multiples œuvres et mangas nous l'ont prouvé, mais exploiter un personnage qui a priori n'a rien à nous donner est aussi très intéressant et je trouve que ça arrive beaucoup moins souvent. Et si l'on regarde sans spoiler d'où est parti Zaraki, tout son cheminement, Soul Society, Arrancar, Fullbring, Guerre sanglante millénaire, les romans, Arc en Fer, certaines projections que l'on peut faire par rapport à cet Arc en Fer aussi, grâce aux révélations de Tite Kubo sur son fan club. Il y a réellement matière à faire de ce personnage celui ou un de ceux qui a le plus évolué durant toute l'œuvre. Après tout, il part de presque rien. On a l'impression d'avoir là le cliché du combattant ultime. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dépeindre avec lui, qui dépendent à la fois de son passé, des traumatismes qu'il en garde dans le présent, et de ce qu'il va devenir dans le futur. Alors tout cela va s'achever une fois que Unohana confirmera que Zaraki Kenpachi se bridait, c'est pour cela qu'il a perdu face à Ichigo. Récemment j'en avais proposé un short, il avait été super bien accueilli bien sûr, il y a quelques personnes qui me disaient que je racontais n'importe quoi, je pense que désormais la preuve est actée. De son côté, Unohana, pour apprécier et continuer à combattre, a développé des techniques de soins, deux méthodes pour deux Kenpachi, dans le même objectif et celui du jour est d'en avoir un qui laissera sa peau tandis que l'autre va se développer et aider à mettre un terme à cette guerre face au Quincy. Celui qui doit partir c'est celui de l'ancienne génération, laisser se développer Zaraki
Et j'aimerais quand même signaler le fait qu'il est venu à bout de Unohana qui venait d'activer son Bankai, tandis que lui n'a même pas encore un Shikai. Donc forcément, même si perdre Unohana est insensé sur le papier, surdévelopper un atout comme Zaraki est un choix majestueux de la part de Kyoraku Shensui. Battre un des 13 sanguinaires, peut-être l'une des plus puissantes 13 sanguinaires sans utiliser le Shikai, tandis que elle est en Bankai, 13 sanguinaires que même le roi Quincy craignait à l'époque, est une prestation sans nom. Alors imaginez si ce gars est capable d'évoluer. Et on l'entend à la fin de l'épisode, il y a une voix, quelque chose lui parle, et la caméra va s'approcher de l'artefact qui est en train de communiquer avec lui, c'est son Zanpakuto. Alors forcément, à l'issue de cette bataille rougeâtre, il faut également qu'un début de power-up se fasse sentir pour le gagnant, c'est le but, ils ne se sont pas battus gratuitement, et du côté de Zaraki Kenpachi qui a déjà appris à enlever les limiteurs, qui vient d'être reboosté par Unohana, qui a appris également le Kendo avec Yamamoto, eh bien il ne reste plus qu'une seule étape, se rapprocher de son sabre et de l'esprit qui y réside, c'est ça le plus important. Et cela commence à être chose faite. Enfin, les douces paroles de son sabre peuvent être audibles à ses oreilles. Le déclic est là, physiquement et psychologiquement. Alors vraiment, cette bataille ne m'aura pas laissé de marbre, en plus avec ses phrases de fin, avec cette Unohana presque plein sourire comme lorsqu'elle s'adresse à Hisane, un sourire qui cette fois n'est pas forcé mais bien naturel envers l'homme, le seul homme dans sa vie qui aura pu la rendre heureuse. Et on n'a pas affaire ici à une histoire d'amour ou je ne sais quoi. Il y a vraiment un tout autre type de lien qui est loin des clichés des relations amoureuses, qui unit ces deux personnages-là et qui font, je trouve, de eux deux les deux personnages actuellement en tout cas les plus respectables de la Soul Society et qui arrivent même à nous faire passer l'éponge sur les péchés, non pas celui qu'elle a commis auprès de Zaraki, mais ses péchés en tant que criminel des 13 sanguinaires, on arrive même à effacer l'ardoise d'un seul coup d'éponge. Alors bon, tandis que l'on verra très brièvement Zaraki Kenpachi prendre la vie du 10e Kenpachi juste avant lui, eh bien le changement d'ambiance sera total, mais il sera également totalement réussi. Nous passons du côté de la division 0, Ichigo et Renji, c'est d'ailleurs assez choquant de se dire que nous avons eu autant dans un seul épisode et que c'était aussi bien traité. Chaque minute, chaque seconde était parfaitement allouée. Alors bien sûr ça donnera lieu à des phases d'humour, certaines scènes du manga assez drôles seront reprises, on verra même les poils de mollet de Uetsu, le dieu des Zanpakuto de la Soul Society, le créateur, mais Tite Kubo sait ici nous proposer son florilège de personnages habituels, des personnages un petit peu loufoques mais surpuissants, avec des assistants un petit peu clichés, avec cette jeune femme qui nous fait penser un petit peu à Iori des Vizard, avec cette dualité entre le personnage masculin un petit peu débile et le personnage féminin qui vient le recadrer, avec un style vestimentaire de coloration de cheveux qui est assez déjanté, mais ça fonctionne, c'est la magie Tite Kubo, pour nous replacer immédiatement dans une ambiance beaucoup plus sombre en nous expliquant que les personnages féminins aperçus étaient en quelque sorte des Zanpakuto, ce que l'on peut appeler des Asoichi, et que désormais dans ce gouffre sombre, entouré de silhouettes faites de 3D de CGI, qui m'irrite un petit peu les yeux, mais bon tant pis, eh bien les deux Shinigami, dont un remplaçant, se trouvent entourés de ce qui sert un petit peu de prémisse aux Zanpakuto, qui n'ont pas encore été réellement façonnés pour le devenir, mais tôt ou tard ils le seront, mais qui résonnent pleinement de manière émotionnelle avec les divers Shinigami ou sabres qui pourraient les croiser. Les émotions ne sont clairement pas au beau fixe. La relation qu'entretiennent Ichigo ou bien Renji avec leurs Zanpakuto a réellement de quoi énerver leurs congénères. Ça va se passer par une bataille, mais ça ne sera pas suffisant. En tout cas, pour Renji, il y a quand même une étape d'acté, mais du côté d'Ichigo, c'est raté. Alors forcément, vous vous en doutez, que vous regardiez l'anime, le manga, les deux, peu importe, l'œuvre Bleach ne peut pas s'arrêter ici et tirer le rideau. Un personnage tel que Uetsu Nimaya en sait forcément plus sur la situation et connaît forcément sur quelle ficelle tirer pour obtenir quelque chose du jeune Kurosaki. Alors il va s'empresser de le renvoyer à ses racines. Et pour cela, quoi de mieux que de retourner à la clinique Kurosaki, de se tourner vers ce qui forge Ichigo Kurosaki. Après tout, ses racines, l'empereur Quincy vient également de nous en parler, en prétendant qu'Ichigo était son fils, né dans les ténèbres. Quoi de mieux alors pour que le fruit Ichigo renoue avec l'arbre? Reste à voir si c'est bel et bien Yorohabar, Isshin, Masaki, sa maman qui était décédée déjà aperçue dans l'œuvre, nous laissant sous une pluie battante un poème issu de sa maman et le titre pour le prochain épisode, Tout sauf la pluie. Je tenais d'ailleurs à vous faire un point par rapport à cette reconstruction d'Ichigo très rapidement. Je vous avais dit en review précédente que l'on avait déjà vu Ichigo devoir reconstruire son mental et son esprit dans l'arc Arrancar et que cette fois-ci il devrait se reconstruire physiquement. Bien, après réflexion, je trouve que ce que j'ai dit est plutôt erroné. On a déjà vu aussi Ichigo devoir se reconstruire physiquement, on l'a déjà vu notamment dans les tout débuts de l'œuvre, lorsque Byakuya a pété son Zanpakuto, etc. Il me semble que ça c'était bel et bien la part physique. Ensuite, psychologiquement, mentalement, c'était bien dans l'arc Arrancar, et je trouve que le meilleur mot ici, dans l'arc Quincy, serait que Ichigo doit se reconstruire spirituellement. C'est son âme qui a été atteinte,
Et nous en avons eu l'image en fait avec Zangetsu qui a été brisée. C'est une âme qui habite un sabre, un Zanpakuto, et elle est liée à l'âme de son manieur. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et pas comme je le disais en review de l'épisode 8. Mais en tout cas, tournons-nous vers les épisodes 11, 12 et 13. Nous avons des informations concernant ces trois-là et comme à l'accoutumée, des images que je vous présenterai au fil du synopsis. Ichigo, nous dit-on, a été expulsé du palais royal après avoir été jugé comme un échec. Et une fois revenu à lui, il se trouve devant sa maison dans le monde réel. Ichigo, qui s'est enfui parce qu'il n'avait pas d'amis, de père ou de visage, se tourne vers le restaurant dans lequel il travaille à temps partiel. Ishin, son propre père, habillé en Shinigami, semble prendre Ichigo sous son aile et lui dit qu'il ne sait rien de lui. Il ne commence alors pas par l'aider à réparer le Bankai cassé, mais commence à lui parler de son passé. La rencontre entre les parents d'Ichigo et la vérité sur sa mère Masaki est révélée. Ce jour-là aussi, il pleuvait. Nous laissant avec deux visuels supplémentaires, non détaillés par le synopsis, l'un sur Ishida Ryuken et l'autre sur Itsugaya Toshiro. Vous remarquerez que l'on est dans la thématique flashback et passé, Toshiro ne portant pas son vêtement de capitaine. Alors, comme promis, on ne s'en arrête pas là avec les informations. Épisodes 12 et 13, malheureusement pas de synopsis, mais sachez que les deux sortiront le lundi 26 décembre. C'est-à-dire que lundi prochain, le 19, nous aurons le 11e épisode, et la semaine qui suit, le 26, nous aurons le 12 et le 13. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont pris la décision de clôturer la saison, la première saison, avec un double épisode d'à peu près 1 heure. 1 heure de pur plaisir et de pure folie autour de Bleach, un peu comme une célébration de cette fin de saison. Pour le moment, la date de saison 2 n'est pas annoncée. Ça s'annonce comme magistral, on sent qu'ils veulent clôturer la saison en beauté. Cette fin de semaine, on a la Jump Festa, il y aura un panel dédié à Bleach. Peut-être en saurons-nous officiellement plus sur la saison 2, le deuxième cours. Je vous tiendrai bien sûr informé et au courant de tout sur cette même chaîne YouTube. Merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui du début à la fin de cette vidéo. Ça m'aiderait énormément que vous balanciez un maximum de pouces bleus. Si le cœur vous en dit, que vous vous abonniez et que vous activez la cloche des notifications. Merci en tout cas pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.